Merci Audrey. Merci à l'organisation de nous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un accueil chaleureux et nous l'apprécions beaucoup. On parlait hier de Safe Space. C'est ce que vraiment je ressens ici aujourd'hui. Et donc, un grand merci à l'organisation. Un merci aussi à l'INES d'avoir cru en ces idées un peu folles d'intégrer dans un projet comme celui-là des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Je vais commencer donc pour présenter Mme Julie Bergeron, qui est parent Bonjour, merci de m'accueillir. et j'ai le même défi que le présentateur précédent, donc passer à travers une trentaine de pages de présentation en quelques minutes. Fait que je vais peut-être en sauter quelques-unes ou exprimer dans mes propres mots qu'est-ce qui est écrit. On a eu le souci de mettre beaucoup d'informations sur le PowerPoint, trop d'informations probablement. Mais vous pourrez regarder tout ça tranquillement plus tard si vous voulez. Notre présentation va être assez brève. Je vais parler de qu'est-ce que c'est l'INES, qu'est-ce qu'on fait rapidement pour passer tout de suite, dans le fond, au projet clinique, l'élaboration d'un guide de pratique que nous avons fait. Particulièrement comment un parent nous a accompagnés tout au long de la démarche et comment aussi on a travaillé avec des adolescents qui ont des déficiences intellectuelles pour intégrer leur point de vue au projet. Et on va finir avec quelques points d'amélioration continue que nous avons appris en réalisant ce projet-là. Je ne sais plus quel bon côté. L'INES, je comprends bien l'anglais, j'ai de la difficulté à m'exprimer avec fluidité en anglais, c'est pour ça. Donc bref, l'INES, Audrey l'a mentionné tantôt, une organisation provinciale qui promouvoit donc l'excellence en santé en services sociaux. Nous évaluons la pertinence des outils et des méthodes d'intervention. Nous émettons des recommandations sur un meilleur usage et nous élaborons des guides de pratique. Ce que nous avons fait dans le projet actuel, donc un guide de pratique sur comment développer l'autonomie des enfants et des adolescents et des jeunes adultes, parce qu'on va jusqu'à 21 ans, qui ont une déficience intellectuelle. Il n'y en a pas de guide comme ça nulle part dans le monde. Ce serait le premier guide qui essaie de faire le tour de ça. C'était déjà assez ambitieux. La mission, donc, c'est de promouvoir l'excellence. La vision, c'est d'être une référence incontournable par sa rigueur. Et les valeurs que nous avons à l'INES, c'est bien sûr l'indépendance, l'ouverture, la rigueur scientifique, la transparence. Et j'espère que ça va transparaître à travers le projet qu'on a fait. Rapidement, vous avez ici l'organigramme de l'INES, simplement pour vous mentionner qu'il y a 3 grandes directions, 4 grandes directions, 3 directions de services, donc la santé physique, le médicament et les services sociaux. On a une particularité, je crois, à l'INES, d'avoir les services sociaux intégrés aussi à l'intérieur du système de santé plus globalement. Et la vice-présidence, avec laquelle nous avons le soutien au niveau méthodologique donc de membres qui sont ici aujourd'hui aussi, là, qui nous accompagnent, qui nous aident aussi dans nos démarches pour intégrer des patients partenaires à l'intérieur de nos projets. Je passe rapidement là-dessus. On part d'un besoin complexe pour donner des réponses le plus exhaustives possible au ministère de la Santé, au réseau de la santé et des services sociaux au Québec. Le guide de pratique que nous avons élaboré, c'est donc quelles sont les interventions efficaces pour développer l'autonomie des jeunes qui ont une déficience intellectuelle, comment aider les parents à développer l'autonomie de leurs jeunes aussi. Pour moi, c'est inconcevable de faire ce projet-là sans demander le point de vue des principaux concernés, donc des adolescents qui ont une déficience intellectuelle. Et ça a été bien reçu à l'INES, fort heureusement. Et déjà, dans le projet, c'était prévu d'avoir un représentant des parents, puis qui nous accompagne là-dedans. Vous avez ici un diagramme qui vous explique les 3 sources de données
les 3 carreaux de couleur. Bien sûr, nous faisons une revue de littérature exhaustive. Nous aussi allons chercher des données sur le contexte social et la littérature grise et finalement le côté expérientiel, donc le côté du vécu des personnes, du vécu des familles et des parents, qui est un input très important dans notre projet. Et vous avez en haut à droite le comité consultatif. Comité consultatif qui s'est rencontré une quinzaine de fois, qui nous a accompagnés pendant les 2 dernières années de l'élaboration de ce projet-là. Donc, on peut souligner la persévérance et l'ardeur d'un parent sur ce comité qui nous a accompagnés, pas simplement lors des rencontres, mais aussi avec les lectures, avec les échanges qu'on a pu avoir pendant ces 2 ans-là. Il y a des facteurs de succès pour permettre son engagement. Mme Bergeron va pouvoir vous en parler tout à l'heure. Il y a différents niveaux d'engagement. Rapidement, vous savez tout ça, je me rends bien compte. D'ailleurs, j'aurais pu emprunter quelques-unes des présentations précédentes. Je vois déjà des lignes de convergence dans le contenu que j'ai préparé et qui a été préparé avant. Mais promis, on ne s'est pas appelé, on n'a pas préparé ça ensemble. C'est déjà intéressant de voir qu'il y a déjà des convergences là. Donc, nous avons travaillé particulièrement avec des usagers, des personnes qui ont recours au service, plutôt que des représentants d'organisations ou d'associations ou par rapport à des citoyens. Nous avons donc intégré tout de suite des personnes qui vivent la situation. Vous connaissez ça aussi, la différence entre la consultation, la collaboration et le partenariat. On se situe davantage dans les 2 premiers, là, consultation et collaboration dans notre projet ici. Nous aimerions aller plus tard vers un partenariat. Ça sera pour des prochains projets, j'imagine. Donc, voici plus encore d'une manière visuelle le fait qu'on se concentre aujourd'hui sur les données expérientielles qui ont alimenté notre projet par l'intermédiaire aussi du comité consultatif. Je laisse maintenant la parole à Mme Bergeron pour parler de son implication. Bonjour, merci. C'est à vous de porter le casque aujourd'hui. Tantôt, c'était hier et ce matin, c'était seulement moi qui le portais. Je suis contente de ne pas être toute seule de ma gang. Donc, vous avez le PowerPoint qui est en point de forme, mais moi, je vais vous dire ces points-là, mais dans mes mots, l'expérience que j'ai vécue. Alors, pour recruter le parent, moi, j'ai été approchée par la première chargée de projet qui m'a bien expliqué là, par téléphone le projet puis ce qui était attendu de moi. Donc, elle a vraiment pris la peine là, de communiquer directement avec moi, ce qui est très appréciable. J'ai bien saisi que ma participation allait aussi bonifier tout le volet expérientiel du projet et que c'était une approche innovante aussi. Mon expérience apporte un éclairage nouveau, une vue de l'intérieur sur la déficience intellectuelle. J'ai été référée aussi à la chargée de projet par la Société québécoise de la déficience intellectuelle qui reconnaissait en moi des aptitudes de communication et de participation active, puisque j'ai participé aussi à d'autres projets que je vais vous parler un petit peu plus tard. En plus de mon expérience de parent, j'ai aussi un accès privilégié à divers groupes de soutien, à différents comités. Alors, j'ai vraiment une perspective de la famille qui est comme plus large que la mienne aussi. Motivation du parent. Évidemment, j'ai participé pour l'INES au guide de pratique en retard global de développement 2-5 ans, au processus délibératif seulement. Mais je sais bien l'impact que ça peut avoir sur les familles, sur les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, sur les services qui vont leur être offerts ou non, puisque dans la pratique, là, ils se guident là-dessus. C'est une chance aussi pour moi de sensibiliser différents acteurs à la réalité vécue par les personnes qui présentent une DI et leurs familles, et ça à toutes les étapes de leur vie, évidemment. La déficience intellectuelle, ça ne disparaît pas, ça ne guérit pas. Hein, on peut s'améliorer, mais on apprend à vivre avec puis à contourner les obstacles qui se présentent à nous. Il n'y a pas plus experts aussi que nous. Hein? Les parents, on vit... il y a les personnes qui présentent une DI
elle-même, évidemment. Mais il y a nous, les parents, qu'on vit 24 heures sur 24 avec nos enfants, avec tous les défis et les bonheurs aussi que ça représente. Plus que ma vie personnelle aussi, je veux contribuer à améliorer la qualité de vie puis le mieux-être des personnes et de leur famille, parce qu'on le sait bien, quand que notre communauté va bien, bien, on est tous gagnants. Surtout, j'ai le souhait de transmettre l'importance de croire au potentiel de la personne et que peu importe la condition ou la situation, on veut tous être inclus, considérés, participer puis être entendus. Quel chapeau! Ça, c'est une belle grande question. Évidemment, celui de parent, expert de sa situation, mais aussi comme personne de confiance, maître de sa propre vie. J'ai déjà entendu un professionnel qui laissait sous-entendre qu'il y avait des biais pour les parents qui pouvaient participer à des études ou parents partenaires, patients partenaires. Mais moi, j'aimerais dire qui n'en a pas de biais. Hein, les professionnels, tout le monde en a. On a tous un métier, des intérêts, une passion, des implications, un vécu qui nous donne un biais. Puis je pense qu'il faut faire confiance à la personne qui vient nous rencontrer en tant que patient partenaire, parce qu'on est tous, au fait, terriblement humains. Les compétences à favoriser. Évidemment, prendre du recul, c'est essentiel. Si on est trop émotif ou comme pas encore prêt ou le nez collé dans notre situation, ben pour nous, ça peut être éprouvant. Fait que, ce qu'on veut, c'est vivre une expérience positive. Fait que c'est important comme de le faire quand on est prêt à se lancer là-dedans. Je livre mon expérience, je représente les parents, je suis un parent, puis j'amène la couleur du quotidien des familles. Je peux avoir des opinions sur les sujets, je peux être en désaccord, mais en tête, évidemment, je garde toujours le mandat qui m'est confié de travailler en équipe, tout le monde ensemble, pour trouver vraiment les meilleures pratiques pour favoriser l'autonomie des personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Évidemment, ben, ça veut dire collaborer, partager l'expérience de ma vie de parent, puis échanger en équipe sur les meilleures pratiques. C'est important aussi de prendre sa place sur un comité comme ça, parce que ça peut être intimidant quand même quand on arrive les premières fois avec des professionnels autour de la table. Et puis, ben, si on est trop timide, ben, on se fera pas entendre. Puis si au contraire, ben, on s'épanche trop puis on se déverse, ben, c'est sûr que ça peut un peu alourdir le fonctionnement. Mais je pense que c'est vraiment important là, de s'affirmer là-dedans. J'ai participé à plusieurs groupes de discussion puis à des comités, puis je pense que ça aide énormément à travailler l'approche et puis l'implication. Dans le fond, ça m'a comme formé. On commence par les petits groupes de discussion, puis tranquillement, pas vite, ben, on devient comme plus sûr de nous, puis de nos propos, puis de ce qu'on pense, puis ça l'aide à participer à un plus grand comité comme ça. Je pense aussi qu'avoir un intérêt plus large que sa propre situation, puis de comprendre les enjeux, ça facilite l'intégration au comité. Donc, tu sais, j'étais pas centrée juste uniquement sur comme mon vécu, mais en ayant connaissance d'autres familles, qu'est-ce qu'ils vivaient. Puis évidemment, les familles, on provient tous de milieux différents, de situations financières différentes, d'éducation différentes. Fait en ayant plusieurs points de vue en tête, je pense que ça l'amène à bonifier comme la situation pour tout le monde. D'ailleurs, les mises en contexte en travail, en comité, les mises en contexte sont très importantes parce que je pense que de se munir d'un langage commun, parce qu'on va se le dire, là, les professionnels, là, eux autres aussi, il y a des affaires qu'ils ne savaient pas. Puis, donc, dans les présentations, dans les lectures, avant les recommandations, de faire un peu un contexte québécois de qu'est-ce qui se fait, même qu'est-ce qui se fait ailleurs. Mais je pense que ça l'aidait tout le monde à partir sur la même base, à avoir vraiment des connaissances communes, puis employer un langage commun. D'ailleurs, le langage, on le disait, c'est très important. Puis même au sein du groupe, entre professionnels, tu sais, des fois, il y avait comme « Ah non, tu sais, on n'utilise pas ce terme-là. » Puis, tu sais, fait que il y avait des affaires très techniques. Fait que si tout le monde s'entend sur une façon de dire les choses, ben, ça va beaucoup mieux. Puis quand ça va pas, il faut être capable de le dire aussi. Ça fait vraiment partie c'est quand même important pour un parent partenaire parce que des fois, ça se peut que les longs termes qu'ils utilisent ou que les procédures internes, les protocoles, ça se peut qu'on soit pas à l'aise avec ça. Bien, il faut le nommer parce que si on le dit pas,
c'est un peu nous, les pires, on ne comprend pas qu'est-ce qui se dit. Puis aussi, c'est important de dissiper les malaises, d'avoir comme une espèce de valve qu'on peut ouvrir, là, une personne ressource à qui on peut se confier quand, mettons, on fait comme « Ah, je n'étais vraiment pas d'accord avec ce qui s'est dit là, puis j'ai besoin de ventiler. Hein, » Ventiler, en fait, c'est très bon pour tout le monde aussi. Faciliter la contribution. J'aurais le goût de vous donner l'exemple d'une fête. Quand on prépare une fête, il y a comme un savoir-être puis un savoir-recevoir. Fait que moi, je vois ça comme un peu comme ça, faire un comité puis inviter un parent partenaire. Alors, évidemment, avant, on va informer tous les autres invités de la personne qui va joindre à nous. On va parler d'elle, de qu'est-ce qu'elle fait, de quoi, c'est quoi ses intérêts. Et puis, quand la personne arrive, on les a préparés préalablement, on fait les présentations. Tu sais, on met en contexte, je vous présente Julie Bergeron, c'est un parent et tout. Parce que, parenthèse, j'ai déjà participé à un autre groupe de discussion avec des professionnels. Ils n'étaient pas avertis, eux, qu'il allait avoir un parent autour de la table. Ça a créé un méchant gros froid. C'est pas tout le monde qui est comme prêt à ça. Puis des fois, je pense que ça peut être confrontant pour certains professionnels ou intervenants là, de voir qu'il y a un parent invité, puis peut-être une crainte, je sais pas. Mais en tout cas, bref, il faut préparer les gens. Ensuite, quand notre invité arrive, bien évidemment, il faut le mettre à l'aise. Il faut avoir des petites attentions pour lui. Donc, dans une discussion, d'aller le chercher si on voit que peut-être au début, il est plus gêné pour participer ou d'assurer de mettre vraiment les gens à l'aise puis de s'assurer que ça se passe bien pour lui. Un petit coup de téléphone, un courriel après, comment tu as trouvé la rencontre, ça l'aide vraiment à se mettre à l'aise. On reconnaît son apport, sa présence à notre invité, puis on le remercie. Comment on fait ça? Bien, ça peut être par du soutien financier, ça peut être une compensation financière, par payer ses frais de déplacement, ses stationnements, ça monte vite, hein, puis quand on a des réunions. Ça peut être aussi de permettre une présence en visioconférence. Ça, c'est vraiment aidant, comme les réunions se déroulaient à Montréal. Je ne peux pas me déplacer toujours de Québec à Montréal, c'est quand même un 6 heures de voyagement, là. Alors ça, c'est vraiment une belle façon de faire aussi. Et puis, on s'ajuste aussi à la personne. Hein, si on a un invité, on lui servira pas un steak à un végétarien. Hein. Fait qu'on comprend, il faut comprendre la réalité du parent, puis des fois s'ajuster à lui et de pouvoir peut-être lui permettre de faire les lectures puis d'envoyer des courriels après. Le travail en sous-groupe aussi, ça l'aide à créer des liens. Soutenir la motivation. Plus le projet est long, plus on a besoin de soutenir la motivation. Faire des petits coucous, comment ça va? L'animateur a vraiment un rôle central parce que c'est lui qui va servir de modèle aux autres. Fait que si on voit que l'animateur a un souci toujours d'intégrer puis de la parole de l'autre qui a du sens, bien, ça va vraiment teinter le reste du groupe. Ensuite, évidemment, l'animateur a aussi un rôle de motivateur. Puis l'info à lire qu'on nous transmet avant les rencontres, bien, je pense que pour tout le monde, on peut se dire qu'il faut que ça soit le plus facile possible à lire. Hein. C'est toutes les gens qui ont d'autres travails, d'autres comités. Alors, ça va vraiment être facilitant si on fait ça le plus simple possible. C'est important aussi de savoir à quoi s'attendre. Fait que si on sollicite le parent, bien, le nombre de rencontres, qu'est-ce qui est attendu de lui, c'est important à définir parce que souvent, on a comme d'autres projets ou d'autres implications. Et puis, bien, de venir vous en parler ici, pour moi, c'est comme une très belle reconnaissance qu'on m'invite à venir témoigner de mon expérience sur ce comité-là. Puis juste d'avoir mon nom sur le prochain guide, c'est une grande fierté. Vous avez vu, les bénéfices sont multiples d'avoir un parent qui nous a accompagnés pendant toute la démarche. Vous avez ici là, quelques points qui nous disent, entre autres, que ça nous permet de garder le sens du projet. Pourquoi on fait ça? Le vrai nord, là, comme on dit. Donc, ça nous permet d'être restés branchés aussi sur le fait que, oui, l'autonomie des jeunes, mais l'équilibre familial est important. La qualité de vie de la famille est important. Ça fait partie des multiples contributions d'avoir eu un parent sur le projet. Et un point que je n'ai pas mentionné sur l'acétate, mais qui m'est venu hier en écoutant les conférences
conférence, puis encore ce matin, c'est que moi, après avoir fait les focus group avec des parents, avec des jeunes, ça m'a donné vraiment l'énergie pour persévérer. C'est un long processus, mais ça m'a vraiment donné l'énergie pour persévérer et rendre ce projet à terme, projet qui était compliqué. Donc, c'est peut-être une contribution à ne pas négliger dans ce cas-ci. Je prendrai peut-être quelques minutes rapidement pour vous parler de la consultation que nous avons fait aussi avec des adolescents qui ont une déficience intellectuelle, sur les bonnes pratiques à mettre en place avec une clientèle qu'on dit vulnérable et qui partage beaucoup de caractéristiques avec d'autres clientèles, si on pourrait dire, j'aime pas le mot clientèle, mais donc d'autres avec des personnes qui ont certaines caractéristiques et des enjeux particuliers. Rapidement, comme tantôt, moi j'avais le souci que participer à une consultation de l'INES pour des personnes qui ont des DI, ça devait être une expérience positive. Les personnes qui ont une déficience ont trop d'occasions dans la vie courante de se sentir inadéquats, de se sentir pas à la hauteur. J'ai eu le souci dès le départ de faire en sorte que la consultation permettrait aux jeunes d'en sortir grandis au niveau de leur estime de soi. Et bien sûr, avec tous les aspects du consentement sur lesquels je vais passer vite. Rencontrer des groupes d'adolescents comme ça, il fallait aussi prévoir un support émotionnel en cas de besoin, entre autres. Organiser des groupes de discussion avec des jeunes, ça demande aussi une logistique importante. Avoir le consentement de leurs parents, bien expliquer les aboutissants, les tenants et aboutissants du projet, c'est très important. Le transport, on sous-estime les enjeux de transport. Donc, il faut tout aplanir les difficultés qu'il puisse y avoir. Considérer aussi les difficultés d'expression des participants, entre autres. Il faut bien se préparer. Comme animateur, de ce genre de consultation, il faut être prêt, il faut se préparer comme il faut. Ce que nous avons fait, nous, c'est une brève revue de littérature sur les meilleures pratiques pour consulter ou intégrer dans la recherche des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Oui, ça se fait et oui, ça fait des produits qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressants. Et il y a un corps de littérature là-dessus. J'ai mis les références principales à la fin de la présentation pour ceux que ça intéresse. Le recrutement est particulièrement important et particulièrement difficile. Le recrutement dans notre projet, c'est fait par des intervenants, par des gestionnaires de centres de réadaptation en déficience. Et au début, ils me disaient « Ah, ça va bien se faire, tu vas voir, ça va être facile à réaliser. » Non, ça n'a pas été facile. Mais finalement, on a réussi à mettre sur pied 2 focus groups et 3 entrevues individuelles dans la région de Montréal, dans la région de Québec, dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc, c'était quand même un beau succès. Avec des personnes qui ont une déficience, il faut varier les stimuli, un peu comme ici aussi, il faut varier les stimuli pour garder l'attention. Il faut changer les questions, il ne faut pas avoir toujours des questions ouvertes, faut pas, donc des phrases à compléter, des images à classer, donc avoir différentes stratégies d'animation. C'est important. Je vais passer vite parce que je pense que nous avons plus de temps. Pour vous dire que nous avons fait une analyse de contenu, une analyse qualitative de tout ça, donc 6 heures d'enregistrement avec un total de 12 personnes. Et ça a permis vraiment de donner une couleur à notre guide de pratique qui met le jeune en premier lieu, qui met son projet de vie en premier lieu, qui, d'entrée de jeu aussi, clarifie les valeurs sur lesquelles on s'appuie pour travailler à leur autonomie. Ils ont influencé les 28 recommandations qui vont se retrouver dans le guide. Le guide est à paraître, ça va sortir l'été prochain, on espère. Voilà. Les valeurs de dignité, d'autodétermination, d'égalité, de justice sociale ont vraiment été au cœur de leurs préoccupations, puis on a le souci de les remettre ici. Je pense que je te prends 2 minutes pour conclure.
Vite, perspective d'amélioration. Évidemment, les jeunes qui présentent une déficience intellectuelle ont de grandes capacités et elles peuvent se développer tout au long de leur vie. Pour cela, il faut y croire. En les impliquant à toutes les étapes du projet, donc des groupes de discussion avec du soutien requis, vous misez sur leur potentiel et vous venez de trouver une source de données expérientielle unique. C'est possible. On peut offrir de l'accompagnement aux personnes, on peut leur donner du soutien. Un retour aux participants, leur démontrer le concret du projet, c'est vraiment une belle reconnaissance pour eux. Et puis d'avoir le retour des principaux intéressés, c'est un peu comme s'assurer là, qu'on marche dans la même direction pour faire présenter le guide, que ça fait du sens, puis qu'on va surtout avoir un impact auprès des personnes directement touchées, soit les personnes qui présentent une déficience intellectuelle et leurs familles. Tout au long du processus, vous pouvez mettre à profit leur expertise et pour certains, moi je connais une personne qui évalue les guides de questionnaires pour les chercheurs, une personne qui présente une déficience intellectuelle. Il y a plein de petites façons que vous pouvez prendre pour aller solliciter là, leur expertise. Évidemment, avec du soutien de l'accompagnement, c'est possible de favoriser la participation sociale de personnes ayant de plus grands défis. Et puis, les possibilités sont infinies et restent à construire. Hein. Un panel, les comités consultatifs, des outils de transfert de connaissances. Moi, je rêve d'un outil de transfert qui aurait comme le sigle personne proof, là, genre la personne, oui, est d'accord avec ces recommandations-là qui la concernent. Ça serait une belle manière d'envoyer un beau message aux gens là, du réseau que c'est appuyé par les personnes et les familles. Merci beaucoup.